La première impression est souvent celle sur laquelle nous nous arrêtons. Quand vous avez lancé un jeu vidéo pour la première fois, peut-être avez-vous vu des formes descendre d'un bout à l'autre de l'écran, un personnage sauter sur des tortues, ou peut-être avez-vous vu une cinématique en 3D, avec un rendu incroyable suggérant une aventure palpitante. Mais dans tous les cas, arrive ce moment où, manette en main, vous avez interagi avec ce programme pour y trouver une source d'amusement, d'évasion ou autre. Vivre des moments d'échec et de réussite, pour améliorer votre score ou progresser dans votre aventure. Et puis, il a fallu arrêter. À ce moment, que s'est-il passé dans votre tête? Avez-vous apprécié votre expérience? Souhaitiez-vous recommencer? Ou alors vous vous êtes dit plus jamais? Si je vous pose ces questions dans ce contexte, c'est parce qu'avant moi, beaucoup de personnes ont déjà posé ces questions. Peut-être pas mot pour mot, mais l'idée est bien là. Et comme pour toute bonne question, il a fallu trouver une réponse. Pourquoi? Parce que quand on vous propose de consommer une œuvre vidéoludique, on espère que les premières heures vous donneront suffisamment de matière pour vous donner l'envie de continuer. C'est un peu la façon qu'ont les créateurs de vous dire « Bienvenue à bord ». Cette étape, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Elle va passer par de la découverte, de l'apprentissage et une application de ce qui a été enseigné afin de s'assurer que toute compétence requise est bien assimilée. Comme je vous disais plus tôt, on s'arrête souvent sur la première impression. Ce qui veut dire que ces premières minutes de jeu sont cruciales. Elles sont là pour vous donner un aperçu de l'expérience que le jeu souhaite vous faire vivre sur un nombre d'heures plus ou moins conséquent. C'est pourquoi il faut être convaincant rapidement et ça va passer par une analyse approfondie de beaucoup de mécanismes qui permettent d'engager le joueur sur du plus ou moins long terme. Il ne vous a sans doute pas échappé que votre onboarding est généralement réalisé sous la forme d'un tutoriel. Vous savez, ces moments parfois incroyables et parfois, avouons-le, très chiants. Nombreuses sont les expériences et les façons d'embarquer un joueur. Que ce soit des guides papier, un niveau designé spécialement pour apprendre les mécaniques, ou encore un aperçu de l'expérience de milieu de jeu pour avoir un effet immédiat, l'industrie regorge de ressources pour captiver le joueur et susciter son intérêt. Et c'est justement ce dont nous allons parler. Au travers de quelques exemples aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment est fait votre onboarding et voir si l'on peut dégager des éléments pour le réussir à tous les coups. Avant de se lancer dans l'analyse, j'aimerais placer le contexte d'un point de vue développement, afin que vous puissiez entrevoir ce qui se passe dans la direction d'un projet, et comment un modèle influence l'expérience proposée. Lorsque l'on parle d'onboarding, différents mécanismes sont utilisés dépendamment du modèle économique choisi. Quand vous achetez un jeu, il y a déjà eu un engagement financier de votre part, vous avez payé pour accéder à l'expérience. Inconsciemment, votre intérêt et votre attente sont déjà élevés lorsque vous allez lancer votre première partie. En revanche, si vous commencez un free-to-play, aucun engagement n'a été nécessaire de votre part, hormis le téléchargement. Il faut donc redoubler d'efforts pour vous intéresser sur le long terme à jouer et à investir non seulement du temps, mais également de l'argent. Et c'est notamment pour cette raison que vous vous retrouvez en général bombardé de récompenses au démarrage d'un free-to-play et d'un montant de Arthur si bien étudié pour vous inciter à consommer dans la boutique, mais en ayant un montant insuffisant pour vraiment profiter des cosmétiques bien peaufinés, voire des capacités vraiment impactantes dans le cas des jeux pay to win. Tout ceci pour vous donner le petit élan de motivation qui va vous maintenir sur le jeu le plus longtemps possible. Et si ça ne suffit pas, le Battle Pass est là pour s'assurer que vous revenez régulièrement. Bon, là on a peut-être un peu dépassé l'onboarding, pour arriver à de la rétention. Et ici ce n'est qu'un exemple très succinct de choix que l'on peut faire pour un modèle de jeu donné, à savoir le free-to-play. Alors imaginez les jeux à abonnement. Mon point c'est qu'il est intéressant de voir que les moyens mis en œuvre pour nous intéresser sont nombreux, et que le simple fait d'orienter son jeu dans un modèle économique nous fait déjà partir sur une base de réflexion différente. Mais un problème à la fois. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment on capte l'attention sur le modèle le plus traditionnel, le jeu à paiement unique. Bon, spoiler, il n'y a pas vraiment de formule magique ici. Techniquement, il y a autant de solutions d'onboarding possibles qu'il existe de jeux. Et même si l'on constate que quelques schémas se reproduisent ici et là, il est important de ne pas sous-estimer la complexité de la tâche, et d'essayer de comprendre pourquoi ces schémas sont sélectionnés. Pour illustrer mes propos, j'ai dégagé 3 schémas principaux d'introduction et d'engagement pour le joueur, afin de lui donner une vision claire de ce que l'expérience propose, et des raisons pour lesquelles celui-ci gagnerait à rester engagé. L'explication des règles de jeu, c'est souvent la partie critique de l'onboarding, et chacun y va à sa façon. Certains jeux trouvent le moyen de vous faire passer un moment drôle ou rempli d'adrénaline et de stimulation visuelle, mais d'autres seront beaucoup plus directs dans leur approche. C'est souvent le cas des jeux de stratégie et par exemple de Balatro. Si on regarde le déroulement du tutoriel avec un spectre UX, voilà ce qu'on en dégage. Les explications sont placées au centre de l'écran et vont faire en sorte de mettre en évidence ce que le joueur doit apprendre.
Afin de ne pas surcharger l'apprentissage, on remarque l'utilisation de phrases courtes, entrecoupées de moments d'interaction afin de permettre aux joueurs d'apprendre en faisant. Et c'est très intéressant parce qu'au bout d'une minute, vous êtes lancé dans votre première partie, et même s'il s'agit d'une partie test ou scriptée, l'idée ici, c'est que vous puissiez mémoriser un maximum d'informations sans avoir à lire un pavé de texte non concret. Ici, vous jouez votre première vraie partie. Et vous la perdrez sans doute, mais Balatro étant un roguelike, ce n'est pas grave et c'est même plutôt normal en fait. Le but est de vous inciter à recommencer et de vous permettre, à force de répétitions et de tentatives, de vous donner les connaissances nécessaires pour enfin réussir votre run et vous frotter au mode sans fin. Et quand bien même l'intro du jeu est relativement compréhensible, il faut admettre que certains passages sur l'apprentissage du shop, des jokers et des cartes de tarot, etc., eh ben c'est un peu imbuvable au premier abord, et pourtant, cette connaissance est vraiment primordiale. Mais en plus de débloquer de la connaissance, vous débloquerez aussi d'autres decks et jokers qui pourront faciliter vos prochaines runs et vous permettre d'expérimenter de nouvelles stratégies. En partant du principe que vous n'êtes pas étranger aux jeux vidéo, constatez comment, en une petite heure maximum, on donne un objectif et une motivation claire pour vous engager sur un long moment. Essaye de battre les 8 rounds et si tu le fais, tu gagnes un deck, avec d'autres capacités et optionnellement un autre mode de difficulté pour le deck avec lequel tu as gagné. Et si tu gagnes suffisamment, tu peux débloquer le mode défi pour varier les challenges. C'est cool, non? L'avantage de ce genre d'approche dans les premières minutes, c'est qu'on va se concentrer sur ce qui est important à apprendre au moment où c'est nécessaire, et, en dehors de la possibilité de skip par accident le tutoriel, le joueur est fortement protégé de lui-même. Quand on nous impose un objectif avec aucune autre issue envisageable, comme ici dans Dead Link, on apprend par la force des choses, certes, mais dans un cadre bien défini à son propre rythme, quitte à devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Le jeu vous prend par la main et vous met à l'aise. Installe-toi, je te montre comment jouer étape par étape et tu vas voir, les règles sont simples. Mais ce schéma fonctionne parce que la boucle de gameplay de Balatro est courte, et que même si les défis et les nouveaux decks renouvellent l'expérience, elle ne change pas du tout au tout, et la maîtrise de la mécanique cœur du jeu est suffisante pour aborder le roguelike sous toutes ses déclinaisons de gameplay. Dans des modèles de jeux plus ouverts comme Horizon Forbidden West ou un Metroidvania comme Hollow Knight, où la progression du joueur évolue tout au long de son aventure, on évite de bloquer directement les interactions du joueur en proposant des textes à lire. On retrouve plutôt des blocages contextuels ou des niveaux sur mesure pour encadrer et inculquer une nouvelle mécanique tout en limitant de manière plus ou moins évidente les actions possibles. Mais tout ceci est dilué dans le temps et l'objectif initial des premières minutes est de vous limiter à un petit ensemble de possibilités pour plusieurs raisons évidentes. La première, c'est que couper une expérience ludique pour apprendre quelque chose, c'est rarement fun. La deuxième, c'est que notre charge mentale est limitée et qu'on ne peut clairement pas retenir trop d'informations, surtout dans un environnement que l'on commence à peine à s'approprier. Et surtout, cela permet aussi aux designers de proposer des puzzles et des designs adaptés au nombre de capacités disponibles à un instant précis. Ceci afin de proposer un apprentissage et des rappels fluides pour mieux préparer le joueur à ce qui va suivre tout en construisant un schéma de progression permettant à l'expérience de se renouveler sur le long terme. Parce que oui, le sentiment de progression est un excellent moyen d'engager sur le long terme. On connaît tous le schéma classique des RPG monde ouvert où l'on va vous cantonner à une section représentant 1/8 de la vraie carte du jeu pour vous apprendre les bases. Apprendre comment accepter et résoudre une quête en suivant un marqueur, et comment crafter des objets pour justifier le fait que chercher des fleurs et les ramener c'est vachement cool. Et au bout de 80 heures, on est passé de chercher des fleurs à aller tuer ce dieu là-bas qui menace l'humanité. En termes de sentiment de progression, ça se place là. Hein. Dans la majorité des cas, on apprend en faisant et c'est la meilleure façon d'apprendre. Pour imaginer l'onboarding, c'est souvent une sorte de pâte au joueur un peu dirigiste qui permet de préparer le joueur avant de le lâcher dans le grand bain. En revanche, l'inconvénient de ce premier schéma, c'est sa tendance à casser le rythme. Malheureusement, c'est souvent des moments de creux où le joueur peut perdre en intérêt et en engouement. D'ailleurs, une façon de permettre d'identifier ces moments, c'est de se demander comment on vivrait l'expérience si on devait rejouer ce passage une deuxième ou une troisième fois. Si on imagine directement l'ennui que ça peut procurer, alors il y a peut-être une manière de réduire certaines longueurs. Le deuxième modèle d'onboarding est un modèle que je nomme foreshadowing pour la simple et bonne raison que c'est exactement ce qu'il fait, à savoir vous donner un avant-goût de l'expérience que vous vivrez à moyen terme. Je parle ici d'expérience et pas du scénario, même si certains jeux aiment bien accrocher le joueur avec un moment de suspense qui donne envie de savoir comment on en est arrivé là. Le principe premier est juste de vous lancer dans le dur, avec potentiellement beaucoup de scripting, pour vous donner un effet immédiat d'action et d'adrénaline. Ces mises en scène ont tendance à être populaires car elles permettent de donner rapidement un contexte plaisant au joueur pour lui apprendre les bases de gameplay en donnant un retour immédiat sur ses interactions et les effets qu'elles ont. Que ce soit une touche d'accélérateur, de frein et de direction, ou alors un ensemble de combos pour battre ses ennemis, l'idée est donc d'exposer le gameplay cœur au jeu dans une situation intense qui ne donne pas vraiment le temps d'apprendre, mais plutôt de s'adapter d'urgence à une situation. A noter que ce modèle ne peut fonctionner que si les commandes à exécuter sont simples. Souvent typique des jeux d'action, je trouve personnellement que le jeu qui m'a le plus coaché sur cette réalisation, c'est Forza Horizon 5. En quelques minutes, il nous en met plein la vue avec son cadre spectaculaire. Un rythme de course effréné, des slow motion pour les points de style, mais surtout, il nous fait prendre en main les différents types de véhicules du jeu, avec chacun leur comportement, ce qui vous permet déjà de vous faire un avis sur quel type de maniabilité vous intéresse.
En revanche, cela nécessite aussi de jouer le jeu, car le scripting de ces séquences peut voir son effet totalement anéanti si jamais je décide de ne pas faire la course dans Forza, ou de ne pas courir pendant une scène de course-poursuite par exemple. Même si ces séquences protègent le joueur de lui-même et que, dans le cadre d'un jeu de course, la position en fin n'a pas d'impact. On va aussi potentiellement donner des ennemis peu hostiles dans le cadre de jeux d'action standard, ou encore une santé infinie, car encore une fois, l'intérêt n'est pas de challenger le joueur, mais de lui apprendre comment jouer de manière immédiate, même si le contexte est un peu tendu, et de lui offrir un spectacle visuel avec zéro frustration. Cette dernière est censée arriver un peu plus tard, lorsque le joueur se verra dépossédé de ses sensations si plaisantes, que ce soit par une réduction significative de sa vitesse dans un jeu de course, ou de sa puissance et de ses nombreuses capacités dans un jeu d'action-aventure, le rythme est drastiquement réduit. Comme pour activer en vous un mécanisme de manque et une volonté de regagner à tout prix ce que vous a été enlevé. C'est donc ce manque qui sera votre moteur pour vous lancer dans l'aventure, et récupérer votre dû. Et là vous commencez à entrevoir le schéma de progression énoncé un peu plus tôt. Chaque pas vers votre objectif est une récompense qui vous donnera envie d'aller encore plus loin. Contrairement au modèle précédent, celui-ci est autant captivant que compliqué à mettre en place. Et il ne peut fonctionner que si l'expérience a vraiment un ensemble de sensations suffisamment plaisantes, instantanément, pour vous plaire au premier abord, mais aussi pour vous frustrer de manière acceptable lorsque celles-ci vous sont retirées. C'est un fine-tuning relativement compliqué à trouver et qui ne peut s'appliquer que sur des jeux dont les 3 C sont la mécanique cœur du jeu. Mais c'est surtout un terrain pour les jeux dont les mécaniques n'ont pas une grande profondeur dans un premier temps, et qui ne nécessitent pas un niveau de réflexion sur les conséquences d'une action. On n'exécute pas un combo dans Bayonetta comme on joue une défense aux échecs. Mais si ces 2 premiers modèles ont tendance à vous encadrer pour vous donner l'envie de jouer, il existe un dernier modèle qui prend le parti de vous dire les choses indirectement, au risque de diviser sa population de joueurs. C'est le cas de ces jeux avec une narration environnementale, des jeux où le world building a pour objectif de vous inciter à essayer, de vous suggérer les actions que vous devriez faire. Comment ne pas parler de Breath of the Wild lorsque l'on aborde ce pan de l'onboarding ? Des millions de vidéos ont déjà abordé le sujet, alors je vais synthétiser très rapidement. Le jeu vous encadre pendant ces 5 premières minutes afin de vous donner l'essentiel des mouvements vous permettant rapidement de comprendre comment bouger, interagir avec des objets, qu'il existe un système d'équipement, et enfin, que l'escalade peut visiblement se faire sur n'importe quelle surface, mais que celle-ci est limitée par une barre d'endurance. Pour finalement vous lancer le plus gros appel à l'aventure du jeu. Vous faire comprendre que le but c'est d'aller dans le château qui est là-bas au fond, mais que votre terrain de jeu va être gigantesque et rempli de lieux d'intérêt qui vont vous faire oublier où vous vouliez aller quelques minutes plus tôt. Pourquoi c'est génial ? D'abord parce que, peu importe si vous êtes étranger ou pas à la licence, Zelda a pris un virage que personne n'avait expérimenté et pourtant 5 minutes plus tard, vous savez jouer au jeu comme n'importe quel autre joueur. Et deuxièmement parce que le plaisir de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom est dans l'aventure et la découverte, et c'est exactement ce qu'il recherche ici. Bien sûr, on ne vous apprend pas que faire du feu dans l'herbe génère des courants ascendants pour votre paravoile que vous n'avez même pas encore débloqué, ou encore que manger un plat épicé permet de ne pas subir les dégâts des températures glaciales. Mais ça, c'est une mécanique de jeu, pas une interaction primordiale pour pouvoir jouer. Donc le contrat est rempli. Cet onboarding ne fait que vous donner le nécessaire pour que vous puissiez dialoguer avec le jeu afin d'en savoir un peu plus, mais par vous-même. Et vous savez quels autres jeux font ça ? Au hasard, d'autres exemples. Alors oui, on pourrait discuter de l'analyse du comportement ultra poussée que l'on voit dans Zelda et qu'on ne voit pas dans ces exemples. Mais si vous voulez en savoir plus, The Great Review en a déjà parlé dans une vidéo pour Le Monde, que je vous invite à consulter. Mais même sans avoir besoin de sonder votre cerveau, la force de ces jeux réside dans la capacité qu'ils ont à offrir une aventure basée sur la découverte et l'apprentissage en général. Bien sûr, il y a toujours l'exception de certains jeux qui vous lâchent dans la nature sans vous donner la moindre explication, mais là encore, à force de tentatives et d'apprentissage, on finit par s'en sortir. Mais dans l'idée, comprenez bien que s'il y a un schéma d'onboarding qui est extrêmement complexe à exécuter, c'est celui-là. Et surtout qu'il relève d'un choix de design directement lié à une orientation fortement ancrée dans le jeu lui-même. Donc clairement, c'est pas une forme d'onboarding qu'on mettra dans n'importe quel type de jeu. Comment donner à quelqu'un envie de jouer à Dark Souls ou Elden Ring, ces jeux dont le monde est austère, avec une difficulté qui semble infranchissable, où l'interface est loin d'être agréable, et qui dès le début, plonge le joueur dans une aventure dont il ne comprend potentiellement rien. Ces premières minutes de jeu sont principalement constituées d'un environnement grisonnant et peu accueillant, où le joueur apprend à jouer en lisant des messages inscrits au sol. On est clairement dans les meilleures conditions pour apprendre. Certains rateront même parfois le tutoriel, mention spéciale à Elden Ring qui a dû faire une mise à jour pour régler le problème, bref, ça donne pas envie comme ça. Comment donner envie à quelqu'un de jouer à Outer Wilds, un jeu où l'on peut rater le principe même du jeu qui est l'exploration et la curiosité, juste parce qu'on n'aime pas lire et qu'on ne trouve pas de solution à certains puzzles ? Eh bien on marque le joueur. Ça peut être un événement impactant, un landmark qui attire notre attention, un boss que l'on a envie de battre, bref, il faut stimuler l'attention du joueur dès le début. Ce que ces jeux nous apprennent, c'est qu'un onboarding, c'est pas juste là pour donner les règles d'un jeu. On peut aussi juste donner un cadre et ce que je nommerais un mood de gameplay. Cette façon qu'a le jeu de donner un panel d'émotions dans lequel il faut se mettre pour aborder l'expérience.
Quelque chose d'assez rare quand on y pense, les jeux qui arrivent à faire ça efficacement. Vous avez sans doute déjà vu ces textes marketing, vivez la fantaisie de insérer n'importe quel thème de jeu. Eh bien je pense que s'il y a une fonction que l'onboarding peut avoir, c'est celle-là. Half-Life ou Bioshock sont deux autres exemples de jeux qui ont pris le parti de mettre une grande scène d'exposition pour nous faire comprendre ce qu'on fait. Et même si ces derniers ne sont pas avares en tutoriel, il n'en demeure pas moins que c'est la réussite de leur exposition qui donne envie de continuer. Quand je vous dis Bioshock, vous avez sans doute pensé à l'arrivée dans Rapture, la baleine qui passe entre les immeubles de cette ville sous-marine. Bref, on marque le joueur, et on joue sur le principe d'immersion pour le plonger dans une aventure où il doit être bien intégré. En soi, on pourrait s'arrêter là, mais est-ce qu'on connaîtrait pas des jeux qui utilisent ce même schéma sans pour autant chercher à immerger le joueur? Super Meat Boy propose un challenge relevé comme le ferait un From Software. Céleste, même si la narration prend une grande place manette en main, c'est du challenge pur et dur, mais c'est tout. On a également l'ovni vidéoludique qui est Minecraft. Il s'est bien étoffé en termes de contenu depuis, mais le début offrait le bac à sable ultime sans autre but que de faire de la construction. Dire que Minecraft est immersif, c'est quelque chose de discutable. On peut tout à fait créer sa propre aventure et se plonger dans un environnement que l'on a soi-même bâti, mais par défaut, le jeu ne fait que vous proposer un ensemble d'outils pour remodeler l'environnement dans lequel vous êtes. Et autant Céleste a un semblant de tutoriel, autant les autres vous lâchent en pleine nature avec vraiment peu d'informations, en supposant que vous connaissez les contrôles de base. En élargissant le spectre de ce modèle, on voit donc qu'il peut autant regrouper des jeux relativement fermés, et qui par essence ne vous laissent pas tellement de raisons de vous perdre, que des mondes ouverts potentiellement gigantesques. S'il semble peu probable de perdre le joueur dans la première catégorie, comment être sûr que cette formule est adaptée pour le deuxième cas? Y a pas vraiment de réponse à cette question en fait. Et c'est notamment pour ça qu'il divise. À vrai dire, cette pratique d'onboarding se rapproche beaucoup des jeux old school où finalement le joueur n'apprend qu'à utiliser sa manette et découvre le reste par lui-même, s'il a suffisamment de curiosité pour s'intéresser à l'univers proposé. Savoir comment ces jeux sont engageants revient à se demander pourquoi ces jeux marchent. Parce que l'univers plaît, parce que le challenge est motivant, parce que l'histoire est intrigante. Quand on prend du recul, on se rend compte que c'est avant tout l'initiative du joueur qui va piloter l'expérience, et la façon dont il va lui-même fixer ses propres jalons dans son aventure pour en arriver à bout, si tant est qu'il y ait un monde à explorer. Alors oui, c'est plus simple de se fixer ses objectifs dans un sandbox open world que dans un couloir avec un boss à la sortie, mais ici, ce que les designers veulent vous faire vivre, c'est le fait de surmonter une épreuve physique ou cérébrale par l'expérimentation, l'échec et la persévérance. Et c'est finalement ce qui fait que l'onboarding est parfait pour ce genre de jeu. Parce que dès le début, le tutoriel est suffisamment court, voire inexistant, pour ne pas vous ennuyer pendant de longues minutes dans un apprentissage du jeu, mais uniquement des touches dont vous aurez besoin pour jouer. Et surtout parce que derrière, il vous donne un terrain de jeu que vous pouvez vous approprier de la façon dont vous l'entendez, avec les mécaniques que vous possédez et découvrirez. Et l'absence d'onboarding est en soi une forme d'onboarding qui a pour but de servir le propos du jeu. On ne vivrait sûrement pas Breath of the Wild de la même façon si on avait des marqueurs de quête à suivre tout du long. Force est de constater que cette pratique fait son effet. Même si personnellement je trouve que c'est une anomalie de voir ce genre de processus être utilisé, tant il est risqué et peut autant plaire que faire peur. Mais je dois bien reconnaître que les non-dits ont fait leur petit effet dans les jeux qu'on a abordés. Et bien avec ça, je crois qu'on a vu un panel assez large de façon d'accueillir un joueur. Et clairement on ne parlera pas des jeux compétitifs parce que c'est très différent et la vidéo va être trop longue. Même si voir comment certains ont résolu le problème de la courbe de difficulté vis-à-vis d'une population déjà en place sera un sujet très intéressant, ici on va essayer de voir quels sont les éléments qui font de l'onboarding une réussite. A l'instar des films, les jeux vidéo ne sont pas non plus réalisés dans leur ordre de déroulement, et en général c'est même plutôt au moment de les terminer qu'on envisage de faire un onboarding. Sans surprise, c'est une erreur, parce qu'on sait tous qu'un projet de jeu vidéo n'étant jamais en avance, c'est une partie qui peut se voir bâclée. Et on peut vite se retrouver à copier un des schémas ci-dessus et faire une présentation à peu près potable de ce qu'il est ou sera possible de vivre en jouant à tel ou tel jeu. Voire c'est aussi un choix économique que de ne pas réinventer la roue. Mais dans le cas où on prendrait le temps de faire les choses bien, il n'est pas rare dans les studios d'avoir recours à des spécialistes UX et psychologues du comportement associés aux jeux vidéo. Et ça tombe bien parce que c'est notamment sur les analyses d'une de ces personnes que nous allons commencer à répondre à notre question. Célia Audan est une psychologue spécialisée dans l'expérience utilisateur et les sciences cognitives. C'est-à-dire une étude des mécanismes de la pensée qui vont amener une personne à réagir d'une façon bien précise à certaines stimulations, visuelles, sonores et autres. Et il se trouve justement que Célia s'est déjà posé la question avant nous. Mais le but ici n'est pas de calquer notre réponse sur son analyse, mais d'y apporter une réflexion plus profonde et voir si cela peut coller avec n'importe quelle production. Selon elle, l'idée serait de créer le plus tôt possible un plan d'onboarding en répondant à 5 questions. Que doit apprendre le joueur? Qu'est-ce qui est difficile à apprendre? Qu'est-ce qui est le plus important à apprendre? Quel est l'ordre dans lequel apprendre ce que nous devons apprendre? Et pourquoi cet apprentissage est important? Ouais, ça fait beaucoup de fois le mot apprendre. Mais en fait c'est rassurant parce que sa définition d'onboarding correspond à ce que l'on disait précédemment. On donne les ressources à un joueur pour prendre le jeu en main via un apprentissage. L'avantage de ce plan, c'est qu'on va prioriser les fonctionnalités dépendamment de leur importance et de la difficulté qui sont deux choses bien distinctes. Et en s'y prenant tôt, on peut aussi trouver un moyen créatif de faire passer les informations nécessaires sans avoir à se reposer sur un bel encadré bourré de texte. Mais surtout, on se pose la question de pourquoi il faut l'apprendre.
ce qui permet à la fois pour les designers de challenger leurs propres idées et de voir si elles font sens, mais aussi de donner au joueur un vrai but et pas simplement lui imposer une tâche d'apprentissage dont il ne voit pas la finalité. C'est comme si je vous faisais apprendre le théorème de Pythagore sans vous donner un exemple concret d'application au quotidien. On va donc pouvoir bâtir un plan plutôt concret de ce à quoi va ressembler l'expérience du joueur, même si cela nécessite de graver dans le marbre assez tôt un squelette de progression du joueur, et je suis dans l'industrie depuis suffisamment longtemps pour affirmer qu'un projet créatif n'est jamais fixe. Mais ce plan permet au moins de poser des jalons à certains moments clés. Moments clés qui vont devoir être placés intelligemment pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'ordre des mécaniques va impacter le déroulement du jeu, et donc potentiellement la construction du monde, mais aussi parce que l'apprentissage c'est personnel, on n'apprend pas tous de la même façon et à la même vitesse. Bien qu'il soit difficile de faire du cas par cas, on peut au moins faire en sorte d'éviter la surcharge cognitive, en espaçant les phases d'apprentissage et en ne livrant pas toutes les mécaniques d'un coup. C'est là que les tutos entrent en jeu. On simplifie une situation, on ajoute progressivement de la difficulté, et on challenge le joueur sur son apprentissage immédiat. Et on répète ce modèle à des endroits différents, et c'est comme ça qu'on obtient un jeu d'aventure. Si personne ne cherche à faire différemment, c'est pas de la paresse, c'est même au contraire des questions sur lesquelles d'autres se sont déjà penchés. Le psychologue Ebbinghaus a établi, suite à ses travaux sur le déclin de la mémoire, une courbe de l'oubli. Sans entrer dans trop de détails, l'idée c'est que notre vitesse d'oubli va être influencée par des éléments tels que la difficulté du matériau d'apprentissage, mais aussi par des facteurs psychologiques comme le stress, la fatigue, etc. Si on interroge une personne sur un sujet qu'elle vient d'apprendre, cette personne pourra avoir oublié presque 50% de l'information au bout d'une heure. Pour remédier à ça, on va faire de la répétition qui permettra d'ancrer dans votre cerveau l'information plus fortement. Un exemple concret serait l'obtention d'un nouvel équipement dans les Zelda à l'ancienne. En entrant dans un donjon, vous allez découvrir un nouvel élément dont il semble impossible d'interagir avec. En le plaçant à quelques endroits visibles ici et là, vous commencez à être intrigué. Puis, avant l'obtention du nouvel équipement, vous allez devoir battre un mini-boss. Pourquoi un mini-boss ? Parce que la phase est suffisamment différente de votre progression habituelle pour être mémorable. Et potentiellement, derrière, vous allez recroiser les éléments que vous avez vus plus tôt et avec lesquels vous pouvez désormais interagir de par l'obtention de votre nouvel équipement. Et ça, c'est censé ancrer en vous cette mécanique de manière suffisamment insistante pour qu'on la considère comme acquise et réutilisable plus tard. Si on reprend Balatro, celui-ci n'a pas ce besoin parce que le jeu est suffisamment simple dans ses règles et l'apprentissage se place plutôt sur la connaissance des jokers et des possibilités de build. En plus, il nous donne suffisamment peu de texte à lire pour que l'apprentissage soit immédiat. Et s'il y a bien une règle d'or à prendre en compte dans l'apprentissage, c'est que personne n'aime lire. Raison de plus pour avoir des marqueurs visuels suffisamment forts pour comprendre instinctivement quelles sont vos possibilités d'interaction au premier coup d'œil. Un onboarding efficace, ça passe aussi par une évocation forte pour potentiellement éviter de vous apprendre quelque chose déjà ancré dans votre cerveau. Mais il est également important de connaître la cible à laquelle nous nous adressons, et c'est peut-être même la composante majeure. C'est parce que nous savons comment les joueurs d'un type de jeu apprennent et anticipent une façon de jouer que nous savons ce qui sera intuitif ou pas. Au fur et à mesure des années, les interactions avec un jeu vidéo sont devenues une sorte de langage plus ou moins normé, et il devient difficile d'en dévier. Si l'on prend un FPS, il est impensable de se déplacer avec autre chose que ZQSD ou WSD en fonction de votre localisation, et de gérer sa caméra avec la souris. Il n'est donc pas anodin que dans un onboarding de ce genre de jeu, on assume sans trop de risque que le joueur dispose de cette base, ce qui peut être problématique pour les nouveaux joueurs. Et c'est l'angle mort que j'ignore un peu depuis le début de la vidéo en fait. Autant certains jeux s'en sortiront sans trop de soucis, autant certains onboardings, bien que fortement cadrés, peuvent induire en vous une grosse surcharge cognitive en tant que nouveau joueur, parce qu'on n'apprend pas uniquement à jouer à un jeu, on apprend à se servir d'un support, on apprend des façons de faire, une sorte de nouveau langage. Et votre appréhension peut aussi vous bloquer. Et là, il n'y a pas tellement de choix, le plus simple c'est d'avoir quelqu'un qui vous guide. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille une série de vidéos de Rasputin qui fait jouer sa compagne non-gamer à tout un panel de jeux, et ça nous fait réaliser que ce qui est évident pour nous ne l'est pas pour tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de faire des rappels aussi basiques. Il y a beaucoup d'informations à tirer de ce genre d'expérience, et ça nous permet aussi de voir si le langage et les mécaniques que l'on met en place sont compréhensibles de tous. Si vous arrivez à faire comprendre quelque chose de compliqué à une personne étrangère à votre domaine, bah c'est plutôt bon signe. Et ça nous rappelle également que tout le monde n'a pas commencé son aventure vidéoludique sur une borne d'arcade, une Atari ou la console Game Boy. Et donc, que le prisme avec lequel on perçoit le jeu vidéo est vraiment différent. N'hésitez pas à mettre le premier jeu auquel vous avez joué en commentaire, je serais curieux de voir quel est votre référentiel. Enfin, difficile de ne pas aborder la UI quand on parle d'UX. Je suis assez partisan du show don't tell, ce qui veut dire que si on peut faire passer l'info par autre chose que de la UI, et notamment du diégétique, bah c'est l'idéal. Mais si la UI est nécessaire, alors autant faire en sorte de ne pas la rendre trop intrusive et surtout trop surchargée. La UI c'est un outil qui doit servir un but précis, et elle doit le faire de manière claire. Et tout comme on ajoute des briques de gameplay au fur et à mesure, limiter la UI aux informations nécessaires à un instant T est sans doute une des pratiques les plus efficaces pour éviter de perdre l'utilisateur dans un tas d'informations superflues qu'il peut potentiellement mal interpréter. Et avec tout ça, je pense qu'on a déjà un bon ensemble de bonnes pratiques pour construire un début d'aventure engageant. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il m'était difficile de dissocier onboarding et rétention tant ces deux notions sont étroitement liées. D'une part, on essaie d'intéresser le joueur sur ses premières minutes de jeu, de l'autre, on essaie de continuer à le motiver et l'intéresser à long terme.
Mais l'on peut sans trop de risque affirmer que ces deux notions, en plus d'avoir le même objectif, reposent finalement sur les mêmes mécanismes. Il s'agit de donner au joueur une boîte à outils incomplète de mécanique qui va s'étoffer sur le long terme, afin d'insuffler une motivation au joueur pour lui donner envie de compléter cette boîte. Entre temps, il est essentiel de proposer un ensemble de situations renouvelant l'intérêt et le challenge, mais aussi de proposer un rappel pour ne pas tomber dans la courbe de l'oubli. Avoir un bon départ est primordial, mais si votre jeu fait 50 heures et qu'il est abandonné au bout de 20, est-ce qu'on peut vraiment blâmer l'onboarding ? Oui, parce que la finalité de l'onboarding étant d'assurer que le jeu est bien compris, un encadrement à plus ou moins long terme, c'est quelque chose qui se pense en amont. Et non, parce qu'il y a bien d'autres raisons pour lesquelles on abandonne un jeu. Une fois toutes les mécaniques en main, lâchez votre créativité et offrez au joueur l'expérience que vous souhaitez le voir vivre. Ici, nous avons principalement abordé le squelette de la création d'un onboarding. Si nous devions traiter l'enrobage de ce processus succinctement, il faudrait parler de la façon dont les studios vont contextualiser votre apprentissage, que ce soit via de la narration ou une présentation précise des enjeux de votre expérience. Par exemple, qui sont les personnages clés, leurs objectifs qui potentiellement deviendront les vôtres, etc. Mais il me semble difficile d'apporter une réponse claire à ces éléments, et c'est justement la beauté du médium. Chaque jeu vous offrira un enrobage différent en théorie. Mais il est temps de répondre à ces questions en suspens. Comme dit précédemment, il n'y a pas de formule magique qui va garantir un onboarding de qualité, mais un ensemble d'outils et d'étapes à respecter peuvent permettre de soigner l'expérience utilisateur. Identifier la cible et poser des jalons à un certain moment de la production sont des piliers à bien respecter, peu importe le projet. Ce sont ceux-là qui permettront justement de se poser les bonnes questions et d'influencer le game design dans le bon sens. On le sait depuis de nombreuses années, une production de jeux vidéo c'est souvent une bataille entre technique et créativité artistique. Mais en se servant de ces repères, je pense personnellement que c'est une bonne façon de donner un cadre à la créativité sans trop la limiter, mais également sans mettre en péril les potentiels enjeux techniques. Et avec les dernières avancées technologiques très orientées sur un domaine dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, l'intelligence artificielle, il n'est pas surprenant de voir de nouveaux concepts originaux pousser celle-ci afin de servir le gameplay, mais aussi l'expérience utilisateur. Après tout, quand on apprend quelque chose, cela passe souvent par le dialogue, alors quoi de plus intuitif que de poser vos questions à quelqu'un quand vous souhaitez en apprendre plus sur un monde et ce qu'il compose. C'est de ce postulat-là qu'est parti Cygnus Enterprise. Là où des modes de Skyrim intègrent l'IA pour favoriser l'immersion et la narration, Cygnus Enterprise a développé un AI NPC, un personnage non joueur qui répond à toutes vos questions et vous onboard en vous donnant des bases solides, mais qui complétera quelques trous dans la raquette en vous laissant poser vos questions et en y répondant du mieux qu'il peut. Il vous sera aussi possible d'échanger des futilités, mais l'IA aura tendance à vous recadrer sur votre mission, roleplay oblige. Petit disclaimer, le jeu a malheureusement été abandonné, et je m'en voudrais si vous l'achetiez sans être au courant, donc si vous êtes juste curieux de voir l'IA en action, je vous conseille de regarder des vidéos sur son intégration. Avec ce genre d'avancée, on est en droit de s'attendre à des innovations UX très poussées à l'avenir. Nous sommes tous inégaux quand il s'agit de prendre en main quelque chose de nouveau, et ici, nous avons essayé de trouver une solution pour répondre au problème. Et même si la finalité c'est que l'onboarding doit s'adapter à tout un tas de facteurs en fonction du type de jeu, de ce que l'on veut faire vivre aux joueurs, etc., force est de constater que les études UX recherchent en partie une solution universelle pour automatiser cette partie de la production, en cherchant à cibler une population toujours plus grande de joueurs. Preuve en est, les options d'accessibilité deviennent de plus en plus présentes au démarrage d'un jeu, pour construire l'UX qui vous ressemble. Mais il y a encore du chemin, et il est évident que l'onboarding parfait n'existe pas, car chaque jeu est unique, et chaque joueur ne l'aborde pas de la même manière. Je vous disais au tout début que pour toute bonne question, on cherche une bonne réponse. Mais y a-t-il vraiment qu'une seule bonne réponse ? Ou alors peut-être que le problème vient du fait qu'on n'a pas posé la bonne question. Jusqu'à présent, chaque jeu a essayé de rassembler les joueurs autour des mêmes règles. Mais un onboarding parfait, est-ce que ça ne serait pas un onboarding adapté à votre profil de joueur plutôt qu'au jeu auquel vous jouez ? Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, ça fait pas mal d'informations, je sais, mais croyez-moi, je me suis retenu dans mon écriture parce que j'en ai encore sous le coude. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas tout retenu, j'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux les enjeux d'un onboarding, et que cela a pu vous aider si vous faites carrière dans ce domaine. Si cela vous intéresse, je pourrais vous parler de la première production sur laquelle j'ai travaillé et qui a vu son onboarding modifié plusieurs fois de manière drastique. Pour creuser un peu plus de votre côté, je vous mettrai en description mes recherches et tous les supports qui m'ont permis de documenter cette vidéo. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire pour échanger autour de ce sujet et aussi proposer des thèmes qui vous intéressent sur ce domaine. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que le jeu vidéo est peut-être une science pour les concepteurs mais qui a pour seul but de vous divertir. Alors pensez d'abord à vous amuser.